Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café La Librairie où j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Bernard Werber. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest. Je crois que c'est la première fois en plus qu'on a le plaisir de vous y accueillir. Il me semble que c'est la première fois que je viens. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Après des études de criminologie et de journalisme, vous avez été journaliste scientifique pendant plusieurs années. Mais votre passion depuis le plus jeune âge, c'est l'écriture. Je crois que vous aviez 7 ans quand vous avez rédigé votre première nouvelle, une histoire de puce, et vous n'avez plus jamais cessé d'écrire depuis lors. C'est en 1991 qu'est paru votre premier roman, Les Fourmis, chez Albin Michel, un roman qui s'est transformé en trilogie et qui a connu un immense succès. On suivi de nombreux autres romans. On peut citer Les Thanatonautes, Le Père de nos Pères, L'Empire des Anges ou encore la trilogie du Mystère des Dieux, à travers lesquels vous vous êtes intéressé notamment à la vie après la mort, à nos origines, aux multiples possibles de notre futur, à l'histoire de l'humanité également. Et puis vous êtes l'auteur aussi de plusieurs recueils de nouvelles et de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, grâce à laquelle on découvre une foule d'informations sur les sujets les plus variés et qui donne lieu aujourd'hui à des conférences que vous animez régulièrement. Alors votre œuvre est aujourd'hui traduite dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où vos livres se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Mais ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir à Dialogue à l'occasion de la parution de votre dernier roman, La boîte de Pandore, aux éditions Albin Michel. Vous nous y menez dans une fresque réjouissante qui revisite notre histoire et nous amène à nous interroger sur les mécanismes de la mémoire individuelle et collective. Alors dans ce livre, tout commence lors d'un spectacle d'hypnose. René Toledano, qui est professeur d'histoire, a été entraîné à cette représentation par une de ses collègues et il va être choisi par l'hypnotiseuse pour participer à une expérience d'hypnose régressive. C'est ainsi qu'il va se retrouver transporté dans la vie d'une de ses précédentes incarnations, Hippolyte Pélissier, soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est le début pour lui d'un véritable changement de vie, de perspective et de rapport à l'histoire. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui pour vous a été à l'origine de ce roman et ce qui vous a mené à vous intéresser à l'hypnose régressive? On a combien de temps là? Oui, voilà. Je peux le faire. Par où commencer? J'ai fait des reportages en tant que journaliste scientifique sur l'hypnose. Et il me semblait une chose intéressante à l'hypnose. Je compare tout de suite à la psychanalyse. La psychanalyse me semble aller un peu en profondeur. Et l'hypnose me semble aller un peu plus en profondeur. En fait, je pense même qu'il y a plusieurs niveaux d'hypnose. Je visualiserais bien ça avec des marches d'escalier. Savoir, je dirais, la psychanalyse, on fait... on imagine un escalier de 20 marches. Avec la psychanalyse, on fait les 4 premières marches. Avec l'hypnose, selon l'hypnose qu'on utilise, on peut faire les 10, voire les 15, voire les 20 premières marches. Maintenant, quand on s'enfonce dans l'inconscient, quand on s'enfonce dans son propre esprit, il faut le faire bien. Parce que si on ne le fait pas bien, c'est comme la plongée sous-marine. Vous savez, quand vous plongez à 5-6 mètres, c'est pas grave. Mais si vous plongez à 20 mètres, il faut respecter les paliers de décompression, sinon on peut avoir des accidents. Donc plus on va aller profondément dans l'inconscient, plus il faut être prudent. Mais ce n'est pas vraiment la question. Donc je vais répondre à votre question. J'ai rencontré une médium qui m'a dit globalement que j'avais eu des vies antérieures. Ce à quoi j'ai répondu que j'y croyais pas, parce que je pensais que dans les vies antérieures, tout le monde était paysan et poussait la charrue. Vu que tout le monde se retrouve Jules César, Cléopâtre ou Napoléon, et que les probabilités d'être ces 3 personnages ou Jésus-Christ sont assez rares. Il y a des Cléopâtre, Napoléon ou Jésus-Christ dans la salle? Une Cléopâtre. Ah ben voilà. Madame. C'est surtout ceux qui passent le mieux à la télévision qui, du coup, fixent les esprits. Mais donc, la probabilité, me semble qu'on a tous eu des vies pas terribles, qui consistaient à arriver dans des pays où on était plutôt dans la peur de la guerre et des épidémies. D'ailleurs, les quelques vies, après, si vous voulez, j'en parle, que j'ai visitées, je trouvais que c'était pas terrible. Vraiment, on est pas mal, là. Je sais qu'il y a des problèmes actuellement politiques, mais... je peux vous dire, ayant visité ce qu'il y avait avant, on est vraiment hyper confort. Et
Donc, toujours est-il qu'elle me dit, écoutez, oui, vous avez eu 111 vies, il y en a eu 100 qui étaient inintéressantes et 11 qui sont intéressantes. Je vais vous parler des 11 intéressantes. Et elle me raconte 11 petites histoires qui parlent des hasards heureux, correspondent à certains de mes comportements pour expliquer mes comportements. J'ai dit, écoutez, je suis pas dans le j'y crois ou j'y crois pas. Ce que je vois, c'est que, un, j'ai eu du plaisir à écouter ces histoires qui sont censées être mes anciennes vies. Et deux, ça expliquerait certaines choses. Et trois, je repars avec le sourire. Donc voilà, je crois que j'avais donné 70 euros, c'était le prix de la séance. Et je lui ai dit, je repars satisfait, je le conseillerai à d'autres personnes. Mais au moment où je suis reparti, j'avais juste ces petites histoires qui étaient notées. Et après, quand on m'a dit de rencontrer un hypnotiseur régressif, peut-être j'ai été influencé par ces histoires. Toujours dit que je suis allé dans l'une de ces histoires, à savoir l'Atlantide. Et ce que j'ai revécu en Atlantide, c'était vraiment super. C'était comme je suis arrivé d'un film. Il y avait deux caractéristiques, je vous fais rapidement, qu'on puisse faire le débat, mais enfin qu'on puisse continuer. Le premier élément surprenant, c'est que le type était hyper cool. Mais alors quand je dis hyper cool, je pouvais comparer par rapport à ma propre vie. Moi, je suis un inquiet, angoissé, qui a toujours quelque chose qui le stresse. Et lui, il était complètement détendu, avec aucune peur, aucun stress. C'était comme si je rentrais dans l'esprit de quelqu'un de propre. Et du coup, je me rendais compte que moi-même, j'étais pas aussi propre que lui. Et le deuxième élément surprenant, et surtout, je ne vous oblige pas d'y croire, c'est son âge, 821 ans. Et 821 ans, ça lui offrait une sorte de perspective qui expliquait aussi qu'il soit cool. Vous voyez, on s'inquiète beaucoup parce qu'on meurt vers 100 ans. Donc, en fait, par la suite, j'ai pris conscience que, vu qu'on meurt relativement tôt, on meurt au moment où on pourrait commencer à comprendre. C'est-à-dire au moment où on commence à comprendre ce qu'est le sens de nos vies, c'est déjà trop tard, le film est fini. J'ai cette phrase, ah si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, là j'ai pu me rendre compte que vieillesse de 821 ans, il a vraiment tout pigé. Et ça m'a donné tout de suite envie d'écrire des histoires, et puis ça m'a donné envie d'écrire de faire d'autres expériences d'hypnose régressive. Et donc dans les autres histoires d'hypnose régressive que j'ai faites, un peu amusantes, et je rappelle, vous n'êtes toujours pas obligé d'y croire, je suis romancier, donc je raconte des histoires. Donc c'est l'histoire que je me suis racontée à moi-même, on va dire. Il y en a une où j'étais femme de harem, à une époque où j'ai fini par situer à peu près en 300 avant Jésus-Christ, en Égypte. Je vous explique une chose, quand vous faites l'hypnose régressive, et tout à l'heure je vais vous demander qui c'est qui en a fait, vous ne savez pas à quelle époque vous arrivez. Il n'y a pas écrit Babylone en 1300 avant Jésus-Christ. Hein. Quand j'étais en Atlantide, je voyais une plage. C'est tout. Je vois une plage avec un type qui fait des ricochets dans l'eau. Donc je ne savais même pas que j'étais en Atlantide. Alors, autre précision, l'Atlantide ne s'appelle pas Atlantide. Atlantide, c'est le nom qu'a donné Platon à l'île. Tel que le personnage est fini en y revenant, il appelait ça Amempta. C'est trois syllabes, Amempta. Et la ville s'appelait Galles, dans le langage qui m'a semblé me rappeler. En tout cas, je vous parlais de ma vie de femme de harem parce que ça, c'est du concret. Donc, mes parents m'ont vendu alors que j'étais gamine parce que j'étais plutôt mignonne. Telle quelle, on se rend moins bien compte. J'étais canon à l'époque, en 300 avant Jésus-Christ. Et ils m'ont vendu dans un harem. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu des vies dans les harems. Normalement, il y en a peu, même à Brest. Vous avez lu mon bouquin, vous? Bon. Parce que j'y s'avère que justement, je me suis fait copain avec l'eunuque. Donc, je vous retrouve enfin. Ah bon. Mais en plus, je ne le raconte même pas dans le bouquin, maintenant que vous me le dites. Parce que j'ai raconté d'autres vies que la mienne. Donc, femme de harem, je ne vous le conseille pas. De toute façon, la plupart des vies, je ne les conseille pas. C'est pas terrible. Je m'ennuyais. C'était une vie entière à attendre. On était 40 filles autour d'un bassin. Plutôt mignonne, on était bien nourris, on était bien habillés, on se faisait les ongles du matin jusqu'au soir. Et on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur, mais ce qu'on nous disait, c'est qu'à l'extérieur, c'était la guerre, les épidémies, la saleté, la violence. Donc c'est une cage dorée. Mais le problème, il ne se passait rien. Et l'un des trucs les plus scandaleux, c'est que notre propriétaire ne nous faisait même pas l'amour. Alors là, si on est femme de harem et que le mec, il nous baise même pas... Je sais que c'est une période où les gens se plaignent qu'il y a trop de harcèlement, mais là, il n'y en avait vraiment pas assez.
Et tous les jours à se faire les ongles des pieds, se coiffer, se trouver des jolies tenues, faire des parfums. Il y a un bassin, c'était sympa, mais les 10 premières années, ça va. Hein, mais après, bon, surtout, je suis morte pratiquement vierge, une vieille dame, mais bon. Et je me suis fait copine avec l'eunuque, que voici, que voilà. Alors, je vous ai apporté des informations qui me viennent de cette époque ou du ressenti. Les eunuques ont une bite. Alors ça, on ne le sait pas. Alors du coup, j'ai fait un peu d'enquête. Alors du coup, je prends un peu la parole, ça vous va, hein, je continue sur les... Alors, je vais expliquer. C'est chez les Turcs qui leur coupaient la bite et les testicules, et ils mettaient une petite paille. Ils faisaient ça sur les Éthiopiens. Et en général, ils avaient 90% de pertes, et les 10% qui avaient à survivre étaient automatiquement envoyés dans les harems. Là, je suis allé regarder la vie des harems, mais après. Hein. Ce qui se passait dans mon harem en Égypte, c'est que j'étais pote avec l'eunuque. L'eunuque avait énormément d'humour, donc on se marrait bien tous les deux. Les autres filles, par contre, elles avaient l'impression qu'on se foutait tout le temps de leur gueule. Donc on montait sur la terrasse, et de la terrasse, on observait les étoiles, et on notait tout ça sur un grand parchemin. On était passionnés d'astronomie. Voilà, ça c'est ma vie de femme de harem. Et donc, vous faites toutes ces expériences d'hypnose régressive, et petit à petit, ça devient un roman pour vous. Comment ça se passe ? D'abord, ça fait très longtemps que je voulais raconter ça. Maintenant, la difficulté, c'est de ne pas passer pour un cinglé, sachant qu'une fois de plus, le mot roman me permet de vous dire, je ne vous oblige pas à y croire. Hein. Il y a Stéphane Alix qui est dans l'essai, et dans lui qui vous dit, je vous garantis que c'est vrai. Moi, je vous dis, c'est peut-être vrai. En fait, c'est chacun selon ce qu'il pense, selon ses convictions. Alors, je peux poser une question à la salle. Qui c'est qui a déjà fait des expériences d'hypnose régressive ? Une, à moitié, deux, non, si, complètement, mais elle se cache après. Deux, trois. Donc, ça veut dire, là, on est quoi ? On est 100 personnes à peu près ? Donc, on est dans du 3%. Alors, votre question, c'était ? Comment ça devient roman ? Vous faites ces expériences et à quel moment est-ce que ça devient roman ? Il y a un moment, c'est plein de petites nouvelles. C'est-à-dire que ce que je reçois, c'est des nouvelles entières avec un début, un milieu, une fin, un personnage, et en plus un ressenti. Parce que quand je fais ces expériences, j'ai les odeurs, j'ai les couleurs, j'ai tout. Et donc, en fait, c'est comme un rêve. C'est un rêve extrêmement précis. D'ailleurs, si vous avez un doute, dites-vous juste, c'est peut-être des rêves et il a rêvé. Alors, depuis que j'ai sorti le livre, je fais moi-même des expériences de régression aux autres, selon le rituel que j'explique dans le livre. Et une fois que je l'ai fait à un groupe de lecteurs, il y avait une lectrice auquel je le faisais, et elle a trouvé, j'ai posé la question, en général, les gens ne trouvent pas ça, c'est comment elle s'appelle ? Est-ce qu'il y a un nom qui vient sur sa propre personne ? Et elle m'a dit, Jorge, c'était J-O, tréma, R-G-E, et vu qu'elle était née en 94, donc c'est un Jorge, et qui était peintre, qui faisait des tableaux en noir et blanc, qui était mort avant 94. Et c'est le grand avantage d'Internet, c'est qu'on a fait Jorge, peintre, mort avant 94, tableau noir et blanc. On n'a même pas fait de tableau noir et blanc. Et il était apparu un type qui était un Suisse, qui était exactement comme elle l'avait décrit, avec une barbe, des petites lunettes, et qui peignait exactement les motifs qu'elle avait précisés. Donc c'est le seul cas, et j'ai l'enregistrement plus en vidéo, c'est le seul cas où on peut dire qu'il n'y a pas d'explication autre. Et la jeune fille avait 19 ans, et ce peintre était extrêmement peu connu. D'ailleurs, il s'appelle Jorge Schultheis. Vous pouvez aller SCHULTEI2S. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Le type, il a dû faire une petite renommée dans son canton suisse, hein, c'est tout. Hein. Et encore suisse-allemand. C'est vraiment précis. Mais donc, elle a raconté sa vie, et là, je ne vois pas comment ça pouvait être expliqué autrement. Sinon, le fait qu'on n'ait pas l'année, le fait qu'on n'ait pas le lieu et le fait qu'on n'ait pas le nom, évidemment, complique les choses. Mais à force d'y revenir, moi, j'ai fini par avoir par moment et l'année et le nom. Alors, si on revient au livre, donc René Toledano fait une première expérience d'hypnose, et suite à ça, il va vouloir découvrir beaucoup de ses autres vies. Dans la première, il apprend qu'il en a sa 112e vie, donc il en a beaucoup à explorer. Et donc, au fil du roman, vous allez nous mener au cœur de la Première Guerre mondiale, aux côtés d'un samouraï japonais, dans l'Inde du XVIIe siècle. Au cœur de la Première Guerre mondiale,
virgule. Virgule, oui, bien sûr, oui. Parce que c'est pas un samouraï japonais qui est dans la Première Guerre mondiale. Au Cambodge, pendant la terreur des Khmers rouges, en Atlantide, c'est un sujet formidable pour le romancier que vous êtes. Pour le passionné d'histoire. Et pour le passionné d'histoire. Est-ce que, lorsque vous écrivez le roman, est-ce que pour vous, le roman, écrire un roman, c'est finalement un sujet d'exploration, d'apprentissage, de questionnement? Est-ce que c'est ça l'écriture? Est-ce que c'est d'abord explorer? Oui, moi, en fait, ce que je voulais être, c'est scientifique et inventeur. Et vu que j'ai raté des études de sciences, suite à quelques malheureux hasards, parce que je suis bon en sciences, mais il s'avère que je suis tombé sur des profs qui m'ont bloqué le chemin, et puis un examen qui m'a bloqué le chemin aussi. Je veux dire, les signes n'y étaient pas. Donc je suis devenu journaliste scientifique. Pour moi, il y a deux idées. Un, explorer les nouvelles frontières dans l'esprit de Jules Verne, c'est-à-dire savoir où ça va aller, et ensuite diffuser. Diffuser, c'est-à-dire faire découvrir à des gens, donc vu que là, il n'y a que 3 personnes sur 100 qui savent ce qu'est l'hypnose régressive ou qui l'ont expérimenté, faire qu'il y ait peut-être d'autres gens qui savent, qui sont au courant de comment ça fonctionne, même s'ils ne font pas l'expérience. Mais mon travail d'écrivain a cet avantage, c'est qu'il me permet d'aller explorer beaucoup de choses. Je suis toujours surpris quand je vois les écrivains qui parlent que de leur nombril. Ils ratent un truc, c'est-à-dire de parler du monde qui nous entoure, qui est vraiment passionnant. Chaque fois que je peux, je vais voir des observatoires d'astronomie, je vais voir des laboratoires, je discute avec des scientifiques. Ce monde est à mon avis, merveilleux. Et ça mérite le grand avantage, c'est qu'on peut voyager. Dans la plupart des villes, les gens ne voyageaient pas. D'ailleurs, je vous signale, vos ancêtres voyageaient très très peu. Ils voyageaient très très peu pour des raisons simples. La première, c'est que la plupart des routes étaient remplies de brigands. Et donc, quand on voyageait, on avait de fortes chances de mourir, tout simplement. Même, je me doute, vu qu'on est à Brest, il doit quand même y avoir beaucoup d'explorateurs aussi et de navigateurs. Mais quand je me suis rappelé de mes vies précédentes, on voyageait à pied. Et quand vous voyagez à pied, vous avez intérêt à avoir une épée ou un couteau ou un truc pour vous défendre, parce que quand vous n'avez pas trouvé une auberge de jeunesse pour aller dormir ou vous dormez en forêt, vous pouvez vous retrouver mort, tout bêtement, et c'est juste qu'il ne fallait pas voyager. Par exemple, on l'ignore souvent, mais pour aller de Paris sur la Côte d'Azur, qui est le trajet de toutes les vacanciers actuellement, il fallait passer par le centre de la France. Et le centre de la France, c'était une grande forêt. Et cette grande forêt, vous aviez en gros 2 chances sur 5 de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des groupes de brigands qui formaient pratiquement des États. Et ces groupes de brigands, quand il y avait des voyageurs qui passaient, ils les chopaient, ils leur prenaient tout, et ils en faisaient de la viande. Alors, au début, ils appelaient ça du voyageur. Et après, vu que les gens étaient un peu gênés par le cannibalisme, donc c'est l'Auvergne, c'est plus la Bretagne, ils appelaient ça le gibier de la forêt. Et toutes ces choses-là, c'est comme ça que vivaient nos ancêtres. On a l'impression que c'est une époque primitive. Les routes françaises sont sûres. Ouais, même je pense en 1800, c'était un peu délicat. Et je fais un petit lien. J'ai vécu une vie où j'étais archer anglais et je voyageais à pied. Je veux dire très simplement, archer anglais, on était comme des intermittents du spectacle ou des figurants de film, à savoir, il fallait qu'on soit engagé dans une bataille pourvu qu'il y ait le maximum de guerre, d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas de guerre, on était au chômage. Mais quand on est au chômage, en tant qu'intermittent au chômage, soldat au chômage, on se retrouvait à devenir brigand, tout simplement pour pouvoir ne pas mourir de faim. Il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de retraite. Surtout quand vous êtes archer, je peux vous dire, en fin de vie, il n'y a pas de retraite. Chaque fois, quand on regarde le livre d'histoire, on voit grande bataille, 50 000 bonhommes contre 60 000 bonhommes, et c'est tel camp qui a gagné, avec tel roi. Ça, c'est vu de haut, de loin, depuis les cours des rois. Mais sur place, en tant que soldat, on ne voit rien de la bataille. 2, quand on arrive, en fait, on s'en fout complètement du roi. On n'est pas pourvu que ce roi gagne contre cet autre roi. On considère juste que c'est des gens riches qui se foutent sur la gueule, puis il y a une équipe qui nous a engagés, c'est tout. Quand j'étais archer anglais, j'avais rien contre les Français. C'est juste que j'étais là, puis je parlais plutôt anglais que français, c'est tout. Mais j'avais un arc, j'allais de ville en ville, et puis là, il fallait que je me tienne au courant des endroits où il y a des batailles. Et quand il y a une bataille, j'arrivais, je rejoignais, comme un film. Et l'un des gars que j'ai découvert d'ailleurs dans cette vie d'archer anglais, c'est que des fois, j'arrivais trop tard. C'est-à-dire, j'arrive, la bataille est terminée. Qui osera parler de la solitude du soldat qui arrive après la bataille?
Et il y a un autre élément qui était très troublant dans cette vie d'archer, c'est que je ne savais pas lire et écrire, parce qu'on l'oublie aussi, mais déjà chez nos grands-parents, ils ne savaient pas tous lire et écrire. Donc quand vous ne savez pas lire et écrire, vous arrivez dans une ville, vous ne savez pas le nom de la ville. Donc il faut trouver un bonhomme qui vous lise la pancarte. Après, il faut trouver, parce qu'il y a des grandes feuilles où sont inscrites les événements, enfin les directives du gouvernement, il faut trouver quelqu'un qui le lise. Donc il faut tout le temps demander à quelqu'un, vous n'avez pas 5 minutes pour me dire ce qui est écrit sur la pancarte. Et sur la pancarte, il faut espérer que c'est en train de signaler qu'il y a la guerre avec un autre bonhomme. Et après, il faut repérer la ville où ça a lieu pour pouvoir courir avec l'arc, pouvoir les rejoindre et arriver avant que la bataille soit finie. Donc c'est des détails. Et autre chose, de la bataille, on voit strictement rien. Et en tant qu'archer anglais, je tirais des flèches dans une direction qui m'était indiquée. Je visais même pas. Hein. C'est en tir, en essayant de tirer. Ça s'appelait longbow. C'est des arcs à longue portée. Les Français, ils avaient des arbalètes. Et l'arbalète, ça tire plus loin que le longbow, mais par contre, ça prend plus de temps. C'est des tailles techniques, et même pour nous, c'était important. Ça prend plus de temps à recharger. Donc, quand ils avaient tiré, le temps de recharger, nous, on pouvait tirer plusieurs flèches, et eux, il fallait qu'ils rechargent. Et puis, il y avait un problème aussi chez les Français, c'est qu'on savait qu'ils voulaient tout le temps foncer avec la cavalerie, ce qui est une erreur. Nous, on avait de la cavalerie. C'est des tailles techniques encore. Mais la cavalerie arrivait après que les archers aient fait le travail. Donc, du coup, ils étaient un peu fatigués, surtout si le terrain était boueux, dans lequel la cavalerie s'en prenait. Et ce qui était surprenant avec les Français, ça, je l'ai découvert dans un livre d'histoire, c'est qu'ils ont perdu une bataille, c'était Poitiers, puis après, ils ont perdu Azincourt, et ils ne tiraient pas leçon des batailles précédentes. Ils refaisaient tout le temps le même truc, et le même truc, c'est la cavalerie fonce devant, s'embourbe, se fait avoir par les archers, et après, c'est trop tard. Mais par moments, les Français, ils avaient été le double de l'armée anglaise, et se faisaient avoir par des types qui étaient de l'infanterie, quoi. Alors que les types, ils étaient blindés avec des gros chevaux carapassonnés. Tout ça pour dire qu'il y a un moment, l'intelligence consiste à ne pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Et il y a un roi, je crois qu'il s'appelait Jean le Bon, il a refait 5 batailles contre les Anglais, et chaque fois, il s'est fait avoir de la même manière, sans tirer parti de l'expérience précédente. Bon, toutes ces choses-là, on n'apprend pas un livre d'histoire. Je suis allé chercher après, mais en tout cas, le quotidien du soldat archer anglais n'est pas terrible. Et quand je suis mort, je dois avoir une vingtaine d'années, parce qu'en plus, on ne connaît pas son âge. Alors, on ne connaît pas son âge, on ne connaît pas l'heure. Il n'y a pas de montre. C'est des choses. On se repère à l'heure sur les clochers, quand il y a des clochers. Mais si vous promenez, vous allez d'un village à l'autre village, c'est le soleil. Hein. Et encore, c'est très imprécis. On a vachement d'avantages à notre époque. Déjà, notre génération, moi, j'ai pas vu la guerre, j'ai pas vu l'épidémie. On a failli avoir la grippe H1N1. Je peux vous dire, en 1200, il y avait la peste. Alors, c'est du costaud. Hein. Et votre personnage, René Toledano, il est dans notre époque, ça se passe en 2020, oui. Le roman. Il est professeur d'histoire. Oui. Ce n'est pas anodin. Peut-être que vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi de lui donner cette profession. Et puis comment il s'est créé. Vous lui donnez plusieurs des vies antérieures que vous avez visualisées. Quel lien est-ce qu'on a avec ce personnage? Alors, professeur d'histoire, parce que depuis le début, j'avais écrit une fois, on n'a que l'histoire des vainqueurs. Mais cette phrase n'est pas de moi. Et on ignore l'histoire des vaincus. Mais à partir de là, je suis allé explorer quelques peuples vaincus qui me semblaient plus intéressants que leurs vainqueurs. Et j'ai trouvé notamment, de mes déductions, les Troyens qui sont fait avoir par ce cher Ulysse qui a donné l'Odyssée. À mon avis, les Troyens étaient des gens beaucoup plus raffinés, intelligents, subtils et pacifiques que les Grecs qui étaient des grosses brutes qui sont arrivés. Et quant à Ulysse, c'est un type qui était ami des Troyens qui les a trahis. C'est pour ça qu'il a fait passer le cheval. C'est parce qu'il a trahi tous ses amis. Donc, on va dire, c'est un prototype de fumier quand même. Hein. Alors, on appelle ça de la ruse. Moi, j'appelle ça poignarder ses amis dans le dos. C'est pas de la ruse, c'est de la trahison, de la lâcheté. Et tout d'un coup, quand j'ai eu cette première vision, je me suis dit, je vais aller voir les autres. Bon, pareil. Delinda est Carthago, les Romains qui détruisent la civilisation carthaginoise, je pense que les Carthaginois étaient plus raffinés, plus pacifiques et plus fréquentables que les Romains avec leur cirque dans lequel ils étripaient les gens et avec leur scène de supplice qui n'en finissait pas. Donc, les Grecs moins civilisés que les Troyens, les Romains moins civilisés que les Carthaginois. Et après, je suis allé voir tous les endroits où c'était ce qui me semblait, c'était pas le gentil qui avait gagné. Par contre, c'est le gentil qui a fait l'histoire. Et que ce soit les Grecs ou que ce soit les Romains, c'est eux qui avaient les historiens. Donc il fallait se débrouiller pour faire passer les tueurs massacreurs pour des héros antiques. Donc pour moi, Hercule, c'est un salopard. Ulysse, c'est un salopard.
Scipion, tout ça, c'est des massacreurs de population, mais seulement, bon, on leur a fait une légende jolie. Voilà. Donc, il y avait un côté justicier, ramener un prof d'histoire qui a envie de rétablir la vérité. Attendez, les gentils, c'est pas ce qu'on vous a dit dans les livres d'histoire. Et il y en a un sur lequel j'ai une sensibilité spéciale. Qui c'est qui a déjà lu le livre? Bon, ça va, je déflore pas trop. Mais il y a un passage dans l'encyclopédie sur Louis XIV et Louis XVI. Louis XIV est notre pire roi, mais c'est une catastrophe, Louis XIV. Et notre roi le plus formidable, c'est Louis XVI. Or, Louis XIV, ayant trouvé la formule Roi Soleil, pour parler de lui-même, hein, déjà, cette formule a été reprise. Deuxièmement, il s'est fait des tableaux de lui dans lesquels il y avait le corps de l'athlète le plus musclé de l'époque et son visage. Donc, il a l'air beau. Mais c'est la manip, hein, c'est la com. Il a interdit la presse libre, il a massacré toutes les révoltes de paysannes, il a recréé les galères pour mettre en esclavage, notamment les protestants, puisqu'il a empêché la liberté de culte. Il a enlevé les impôts pour tous les aristocrates, notamment qui venaient à Versailles. Versailles, ça a été très mal conçu, il y a eu énormément de morts à la conception. Mais surtout, le pire, c'est qu'il y a eu une famine en France, parce qu'il gérait très très mal les réserves de nourriture. Et il y a eu 2,5 millions de morts sur 30 millions, c'est-à-dire 10% de la population qui est morte, et il n'a pas su gérer ça. Lui, il était planqué dans son château à bouffer de la pintade et à baiser avec toutes les petites comtesses, alors que dans France, tout le monde crevait. Ça, c'est Louis XIV. Et là-dessus, il a choisi ses biographes, il a choisi tous les gens qui allaient parler de lui pour dire « je suis un super roi ». Louis XVI, il arrive, il voit déjà que Versailles, c'est les orgies et tout, il demande à tout le monde de partir. 2, il s'aperçoit que les aristocrates ne paient pas d'impôts, il rétablit les impôts. 3, il s'aperçoit qu'il y a encore du servage, donc c'est-à-dire de l'esclavage en France. Il interdit l'esclavage, il interdit la torture pour la police, et il fait basculer le pays dans la modernité. Il construit les routes, c'est lui qui va financer la Révolution américaine. Donc en finançant la Révolution américaine, il fait rentrer la France enfin dans des victoires contre l'Angleterre, parce que jusque-là, on se faisait que se prendre des pilets par l'Angleterre, voire la période d'Archer. Mais il prend toutes les bonnes décisions, et quand il commence à y avoir les émeutes, il dit « je ne veux pas qu'en mon nom, des Français tirent sur d'autres Français ». Donc il interdit à sa police de tuer les émeutiers. Alors que Napoléon ou Louis XIV, ils y allaient au canon, hein, ils tiraient sur les foules des manifestants, c'était réglé. Et c'est à cause de ça qu'il s'est fait avoir. Et en montant sur l'échafaud, la dernière phrase qu'il a dit, très digne, c'est « a-t-on des nouvelles de M. Lapérouse ?» Et Lapérouse, c'était les explorateurs, il suivait les explorateurs, et Lapérouse, c'était en Indonésie. Donc, son dernière inquiétude n'était même pas pour lui ni pour sa famille, c'était pour l'exploration des grands explorateurs français qu'il avait lancés partout. Et enfin, dernier élément, c'est pas sûr, mais il me semble quand même que c'est tellement amusant qu'on a envie que ça soit vrai, c'est lui qui a amélioré la guillotine, parce que c'était un type passionné de mécanique, et c'est lui qui a eu l'idée de créer le biseau. C'est-à-dire que jusque-là, la guillotine, c'était un couteau plat, et lui, il a eu l'idée de faire un biseau. Donc, je veux dire, ce garçon était très inventif et très gentil, et généreux, et il a fait basculer la France vers la modernité. Et je trouve que parce qu'il avait un gros bide et il était cocu, on a dit, hop, c'est un roi nul. Non, non, à mon avis, c'est l'un des meilleurs rois et l'un des meilleurs gestionnaires qu'on ait eu. Voilà, donc mon historien était en même temps un redresseur de tort et un réparateur d'injustice. J'aime bien aller voir l'histoire derrière l'histoire. On vous a servi une sorte d'histoire globale qui est celle de Jules... comment il s'appelait déjà Michelet. De Jules Michelet, qui tout d'un coup a dit, bon, bah, ça va être le truc officiel. Et puis, moi, j'aime bien aller voir les trucs qui n'ont pas été dits et qu'on a oubliés. Mais je pense qu'en Bretagne, il y a toute une histoire quand même qui est très, très puissante. Et je sais qu'il y a une tradition de conteurs. Tant qu'il y a des conteurs, ça veut dire vous gardez votre version. Vous savez, le grand drame de Jules César qui envahit la Gaule, c'est que Jules César a tous ses historiens avec lui. Au fur et à mesure qu'il envahit la Gaule, il raconte ce qu'est la Gaule. Mais les Gaulois n'avaient pas leurs historiens pour dire attendez, nous on était comme ça, et puis Jules César il arrive et nous on le voit comme ça. Donc on n'a qu'une seule version de l'événement. Et il est très important que les peuples aient des historiens locaux et une vision locale, sinon c'est la vision majoritaire qui leur est imposée. La pire chose qui puisse arriver à un peuple, c'est qu'on oublie son histoire et qu'on oublie ce qui s'est réellement passé pour garder que la version officielle. Mais changer cette version officielle n'est pas toujours
chose évidente et René Toledano va s'en rendre compte puisque c'est aussi un enjeu politique. Alors Oui. lui, on va pas raconter hein, bien sûr ce qui se passe, mais on peut dire que en allant dans ses vies antérieures, il va vivre l'histoire au quotidien et vouloir et se demander s'il peut influer. Oui, c'est une machine à remonter le temps. C'est-à-dire, voilà, l'hypnose régressive est une machine à remonter le temps. C'est-à-dire, l'Atlante va lui donner la possibilité de communiquer. Jusque-là, quand il arrive, il voit juste ce que voit l'autre, vu que le film a déjà été tourné, je veux dire, l'histoire s'est déjà passée, il ne peut pas l'influer. L'Atlante va lui dire, tu peux m'apporter des informations, on peut créer un dialogue. Et vu qu'on ne sait pas ce qui est arrivé en Atlantide, on peut imaginer donc que de ce dialogue naît un changement, en tout cas pour la mentalité de l'Atlante qui puisse agir. C'est donc une réflexion, comme Retour vers le futur, c'est une réflexion sur peut-on agir sur le futur. Et finalement, est-ce qu'on a un libre arbitre ou est-ce qu'il... Et est-ce qu'on a un libre arbitre, qui est la grande question qui est la principale question, c'est est-ce que tout ce qui vous est arrivé, même pour chacun d'entre vous, est-ce que ça a été écrit quelque part ou est-ce que c'est vous qui avez décidé ce qui allait se passer? Et actuellement, je n'ai pas de réponse claire, mais en tout cas, ce que je vois sur ma propre vie, moi, je voulais pas être écrivain. J'écrivais des histoires, je savais pas que c'était un métier. Je croyais que c'était une sorte de hobby qu'on faisait comme faire du golf ou un truc comme ça. Je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec. J'ai jamais voulu être écrivain, je voulais être avocat puis journaliste. Et ça s'est fait tout, d'abord scientifique, puis avocat, puis journaliste. Et tout s'est fait pour m'empêcher d'aller dans ces directions-là. Et il y a un moment, c'est comme s'il y avait tous les signaux depuis le début qui me disaient il faut que tu sois écrivain. Mais même le succès des fourmis, ça a marché parce que la guerre du Golfe s'est arrêtée dimanche soir et mon livre est sorti mercredi. Si la guerre du Golfe avait continué 3 jours de plus, vous n'aurez jamais entendu parler de mon livre. Le nombre de hasards qu'il faut pour qu'un livre marche, vous imaginez pas. Mais en tout cas, là, je vois le résultat. La salle est pleine. Donc, ça veut dire qu'au bout de 28 ans, à force de faire passer des messages, finit par y avoir un bouche à oreille et une petite famille. Enfin, mes lecteurs, c'est aussi pour ça que je viens. C'est que j'aime les rencontrer, j'aime vous rencontrer. Ça donne du sens à mon travail. Je me méfie toujours des auteurs qui ne veulent pas rencontrer les lecteurs. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à cacher. J'en vois, vous savez, certains qui disent « Ah non, 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 moi je veux pas... » Et de manière étonnante, il y a des écrivains qui n'aiment pas leurs lecteurs. Et j'ai eu une discussion avec, je ne veux pas vous donner le nom. Non, mais vous les voyez à la télévision, ils sont un peu méprisants, hautains. Et je leur dis, mais c'est eux qui t'ont fait roi. En général, plus ils passent dans les médias, plus ils ont l'impression que c'est les médias qui les ont fait roi. Ils oublient que ce sont les lecteurs. Il y a quand même un moment où le lecteur il va dans la librairie, il sort 20 € et il va passer 7 heures à tourner les pages. Alors que le journaliste, c'est juste parce que c'est le truc à la mode. Donc, je me méfie de ça aussi. J'essaie de faire quelque chose qui soit installé, qui dure, et qui soit basé sur les lecteurs, plutôt que quelque chose qui dépend de la mode des journalistes parisiens, qui est quelque chose de fluctuant et qui est souvent basé sur des journalistes qui n'ont pas lu les livres, donc qui ne savent même pas de quoi ça parle. Il y a des écrivains qui écrivent, mais ça, c'est pas les pires. Les pires pour moi, c'est ceux qui écrivent leurs livres et qui sont inintéressants et qui sont des punitions, quoi. Et alors, les écrivains qui écrivent des livres qui sont des punitions, parce que c'est avec des phrases de 20 lignes incompréhensibles et tout, et qui en plus sont à la mode, c'est-à-dire on vous dit c'est ça qu'il faut lire. Du coup, ça dégoûte les gens des livres parce qu'ils se disent je dois être con, je trouve ça nul. Alors que non, non, c'est pas vous qui êtes con, c'est eux. Hein. Un livre, ça doit être agréable à lire. Même mes livres, si vous n'arrivez pas à rentrer dedans, c'est que c'est moi qui me suis planté, c'est pas vous. Hein. Et je trouve que la première politesse d'un écrivain, c'est de faire que l'entrée dans le livre soit facile et agréable. Vous n'avez pas à souffrir en lisant un livre. Si vous dites « je tiens encore 10 pages et je laisse tomber », ça veut dire que c'est l'écrivain qui s'est planté, c'est pas vous. Et comment on fait justement pour pas se tromper, pour réussir à faire le bon début qui fait que chacun va rentrer dans le livre, et quel est le regard qui vous permet de vous dire c'est bon, je suis sur la bonne voie pour ce livre? Alors d'abord, celui-ci, je l'ai réécrit 11 fois. Le regard, c'est des regards extérieurs, c'est-à-dire que je demande à lire à une personne, je lui demande où c'est qu'elle semble. Alors je change tout le temps de personne, parce qu'en général, les premières versions sont très mauvaises, donc c'est des gens qui vont lire le mauvais livre. Faut que c'est des copains. Parfois, c'est des lecteurs que je rencontre, il y en a que j'ai rencontrés qui m'ont dit nous, on est prêt à lire tes bêta-versions, on va dire. Et donc, c'est en fonction de ça que je rectifie le tir. Et les 11 versions,
je récupère pas des morceaux, c'est-à-dire je réécris en entier. Je fais 11 fois 400 pages, mais je fais que ça hein, aussi. Sur un an, c'est assez facile. J'ai un débit de 10 pages par jour et j'écris de 8h à midi et demi tous les matins. D'accord? Donc 10 pages par jour, c'est-à-dire que pour moi, faire une version, c'est 40 jours. En 40 jours, j'ai une version mauvaise de mon livre que je donne à lire à quelqu'un de très patient qui m'indique tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il a ralenti. En fonction de ça, donc j'appelle ça la version A, je fais la version B, et voilà, je continue jusqu'à la version K, celle-ci. Et il y a un moment où j'arrête, je sais que ce n'est pas parfait, mais j'en ai marre. Donc, voilà. Mais sur les auteurs qui... Moi j'ai connu Sulitzer, j'avais rencontré. Sulitzer, il avait la bonne idée de roman, et il y avait Paul Loup-Durand qui avait la bonne technique d'écriture. Donc ensemble, c'est comme Boileau-Narcejac, qui formait un binôme. Après, quand Pivot est tombé dessus pour lui dire ah, vous n'écrivez pas vous-même vos livres, il n'a jamais prétendu écrire lui-même. Mais il y a des auteurs... il y a des auteurs qui utilisent des nègres, vous seriez surpris parce qu'ils sont dans des boîtes prestigieuses dites littéraires. Et voilà. Mais ça n'a pas l'air le plus grave. Vous savez, aux États-Unis, il y en a un, il s'appelle... c'est le numéro 1 des vendeurs. Vous voyez pas qui c'est? Stephen King est numéro 2. Le numéro 1... Comment? Non, aux États-Unis. Non, il y en a un il sort 6 livres par an. Il n'a jamais écrit. Et c'est le numéro 1. Et vous voyez pas qui c'est? Ah, je le retrouverai. J'ai des trous de mémoire avec l'âge. Mais en tout cas, il sort 6 livres par an. Il est multimilliardaire. Il n'a jamais écrit un livre. Par contre, il sent les livres. Donc, en fait, il fonctionne comme un éditeur. Et il reçoit les manuscrits. Et il met son nom. Et à l'intérieur, il met le nom du type qui a réellement écrit le livre. Donc pour le type qui a écrit le livre, mine de rien, ça fait une vitrine. Et c'est comme s'il disait présente. Vous voyez, comme s'il y avait Stephen King présente et un autre auteur. Si ce n'est que lui, il met son nom en gros. Et cet auteur, il a essayé de sortir en France, ça n'a pas marché par contre. Bon, toujours est-il que l'important, c'est d'avoir une bonne histoire. Maintenant, si le type, il n'est pas bon pour la rédaction, sur le cas, je pense, de Sulitzer, c'est-à-dire il n'est pas bon sur la petite écriture, mais il est bon pour la structure. Moi, j'avais lu Le Roi Vert, je vous conseille de le lire. C'est formidable. D'ailleurs, je considère que l'Argo Winch est entièrement copié là-dessus. Et s'il y a un livre à lire, je vous conseille de lire Le Roi Vert de Paul Sulitzer, qu'il a probablement écrit avec Paul Loup-Durand, mais l'œuvre est extraordinaire. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu que c'était un livre qui marchait auprès des Américains, un des rares livres français qui était best-seller aux États-Unis. Donc je trouve que c'est facile de lancer la pierre, mais il y a quand même un moment, il a dû écrire l'histoire. Sauf que le bouquin, je crois il est assez gros, il doit faire 1000 pages. Mais donc tout ça pour dire que ceux qui vous semblent les bidons ne sont peut-être pas ceux qu'on vous dit qui sont les bidons. Et à côté de ça, il y a des livres qui vous sont présentés comme des prix littéraires et qui sont illisibles. Et on vous le présente en vous disant regardez, ça c'est le top de la littérature. En fait, c'est les aventures du nombril de l'auteur sur 1500 pages. Franchement, il y a un moment, vous avez le droit de vous dire ok, je sens venir l'escroquerie, j'y vais pas. Vous parlez de votre rapport aux lecteurs. Vous avez des lecteurs dans le monde entier. Je crois que vous faites des tournées régulièrement à l'étranger aussi. Est-ce que ce rapport change d'un pays à l'autre? Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? C'est marrant que vous me posiez cette question. En fait, je ne m'étais jamais posé. Non, je crois que c'est les mêmes gens formidables et superbement intelligents sur toute la planète. Non, surtout, je vais vous dire un truc pour répondre plus sérieusement. C'est les gens qui se posent des questions sur le monde dans lequel ils vivent et sur le monde où on va. Si vous êtes dans l'introspection, mieux vaut lire donc ces prix littéraires. Si vous êtes dans la recherche du style, mieux vaut ne pas me lire aussi. Si vous êtes dans l'envie d'avoir très très peur, vous lisez Maxime Chatham ou des trucs comme ça. Mais si vous êtes là, a priori, c'est que vous posez des questions, par exemple, est-ce que vous avez eu des vies antérieures? Ou pour le précédent, est-ce qu'on peut parler avec les morts? Pour le précédent, est-ce qu'on peut faire du rêve lucide? Donc c'est forcément des gens qui se posent ce genre de questions et pas est-ce que le monstre va dévorer la petite fille, voilà, ou est-ce que l'assassin est un serial killer? Je pose pas les mêmes questions. Donc vu que c'est des gens un peu éveillés, comme vous, ah, madame est réveillée d'ailleurs par son téléphone,
Vu que c'est des gens éveillés, je vous dirais, au moment où vous m'avez dit ça, j'allais dire, quel que soit l'âge ou le sexe, c'est des gens, ils ont le regard qui brille. Et, ou alors c'est peut-être parce qu'ils sont tous contents de me voir. Mais je me rappelle une fois, c'était en Russie. Bon, les Russes sont assez bordéliques. Si vous allez en Russie, vous allez voir. Donc j'avais fait une librairie, puis une autre librairie. Ils me rentabilisaient. Je démarrais tôt le matin, je faisais plein de librairies. Puis un soir, ils me disent, est-ce que vous voulez qu'on laisse rentrer les gens dehors? D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens à l'extérieur. Si vous voulez vous mettre devant, vous pouvez. Ça va. Donc je dis, il y a combien de gens dehors? Ils me disent 3000. Ah, je dis, ah, et à l'intérieur, il y a un combien? Ah, je me dis, il y a un 2000. Je fais donc, si je laisse rentrer les gens dehors, il y en aurait 5000? Il me dit, oui, ça s'appelait la Wine Factory, l'endroit. Et alors, je me rappelle, parce que je ne savais pas que c'était un truc un peu important. Donc, j'étais en chemise, pas rasé, et en sueur, et fatigué, et bon, pas bien, quoi. Et j'arrive, il y a une estrade. En fait, ça correspondait à le Zénith, quoi, une salle de concert de rock qui s'appelait Wine Factory. Et donc, je dis de laisser rentrer les personnes. Et là, il y avait devant des soldats de l'armée pour éviter qu'il y ait une émeute et des caméras officielles. Et ils m'ont collé 2 gardes du corps au cas où ça tourne mal. Et je regarde et je me dis, bon, il va falloir que j'adapte mon discours à cette nouvelle situation. Parce qu'en gros, je suis habitué plutôt à des salles comme la vôtre. Et là, je dis, je crois qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Il y a une nouvelle génération, parce qu'il n'y avait que des jeunes, qui est en train de faire bouger la Russie. Et là, il y a une sorte d'ovation générale. Je me dis, oula, je vois ce que ressentent tes politiciens. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es porté par l'énergie de la salle qui attend que tu les fasses monter, quoi. Et bon, je me suis amusé à faire ça. Mais il y avait, au bout d'un moment, le regard, un truc de brillance. Je me suis dit, là, tel quel, je pourrais leur dire, allez les gars, on fait la révolution. Ça devrait le faire. Je ne suis pas très révolutionnaire, je ne suis pas très violent. Je ne suis pas du tout violent ni révolutionnaire. Mais voilà, je suis pour les révolutions douces et discrètes. Mais je considère qu'il y a un moment, les systèmes anciens doivent se réformer avec des systèmes nouveaux. Tout à l'heure, je vous parlais de la littérature. C'est un système très très vieux qui date de l'après-guerre et qui n'a jamais été réformé. Donc c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes vieux systèmes avec les journalistes qui pensent pareil et tout. Il y a une réforme à faire. Il faut réformer, je pense, notre Constitution. Ça n'a rien à voir. Je vous dis ça de l'extérieur. Et je pense qu'il faudrait faire comme les applications. Vous savez, il y a des upgrades. On vous propose, voulez-vous upgrader, mettre à jour? Voulez-vous mettre à jour votre application? Il faudrait mettre à jour, vu que l'histoire va plus vite, vu que le monde va plus vite, les technologies vont plus vite, il faudrait faire des systèmes de mise à jour, mais des systèmes de mise à jour dans lesquels on explique, on vous dit, sachant que les gens vivent plus longtemps, on va changer les retraites. Sachant que les métiers ne peuvent plus être garantis à vie, on va trouver des systèmes de réadaptation à d'autres métiers. Et tout ça, il faudrait le faire comprendre aux gens. Le monde a changé et il faut maintenant, on ne peut plus raisonner avec la grille de lecture de nos parents. Comme nos parents n'ont pas raisonné avec la grille de lecture de leurs propres parents. Mais il y a une accélération de l'histoire. Et c'était quoi la question déjà? Vos lecteurs à l'étranger. Mes lecteurs à l'étranger, oui. Excusez-moi, j'ai tendance à partir de plus en plus n'importe dans mes trucs. Vous voyez comment se fait ma création. Et vu qu'en même temps, la maladie d'Alzheimer arrive, donc je perds mon fil. Vous êtes peut-être une dernière conférence où j'arrive encore à avoir une pensée claire et nette. Donc pour vous dire, à l'étranger, je pense que de manière générale, il y a une jeunesse, une nouvelle génération de lecteurs qui n'est pas forcément une jeunesse, pas forcément dans l'âge, mais dans le regard, qui ont envie d'une littérature d'imaginaire, de science-fiction, de fantastique, avec des idées nouvelles et des outils nouveaux, et que cette jeunesse n'est pas satisfaite. Et c'est ma grande chance, c'est que du coup, je suis un peu visible, comme un arbre est visible dans le désert, en imaginaire, en littérature d'imaginaire, comme ce que je fais, je ne vois pas très bien qui y a d'autres. Et c'est peut-être... Alors d'un côté, je le déplore, je dis tout le temps, j'aimerais ouvrir la voie pour qu'il y en ait d'autres qui arrivent, mais d'un autre côté, il y a tellement de... C'est presque un miracle que j'existe quand on voit le milieu littéraire. Je vais vous dire, vu que j'étais journaliste pendant 7 ans de Nouvel Observateur, il n'y a pas plus bloqué et réactionnaire que les gens de Nouvel Observateur, mais même de Télérama. C'est-à-dire, c'est des gens, ils veulent mettre en lumière que des choses anciennes qui ont déjà faites par des morts
et qui ont déjà été entièrement, ils sont déjà obsolètes. Ils ne veulent pas de nouveautés. Vous savez que le Goncourt, l'une des règles du Goncourt, c'était détecter les livres d'imaginaire qui proposent de la nouveauté en littérature. Vous regardez les choix qu'ils font, c'est des trucs qui ressemblent, le dernier, je crois que ça ressemble un peu à du Zola, c'est des trucs très anciens, c'est des copies de choses anciennes. Mais pourquoi ils aiment les choses anciennes? Parce que sur les choses anciennes, ils peuvent dire, j'ai une culture, je connais mes repères du système ancien, je peux le comparer à Céline, Zola, Marguerite Duras, et donc ils peuvent étaler leur culture. Mais ils se disent jamais, c'est nouveau, j'ai pas de repères, donc c'est intéressant. Voilà. Et donc c'est le combat aussi que je mène. Le nouveau est quand même toujours un petit peu fondé sur l'ancien. C'est très rare une idée complètement nouvelle qui soit acceptée. Qui soit acceptée et qui n'ait rien à voir avec l'ancien. Le nouveau, en effet, a forcément des bases anciennes. C'est pour ça que d'ailleurs je parle d'histoire pour parler de mes romans. Mais il y a un moment, il faut avoir déjà la nouveauté de faire changer les livres. Il y a un moment... bon, par exemple, je vais vous citer un auteur qui pour moi est la bonne référence de type qui avait un truc vraiment nouveau, c'est Rabelais. Quand on voit les textes de Rabelais, le mal qu'il a eu à émerger, et comme le milieu parisien l'a bloqué, à un moment, il ne devait même pas être publié Gargantua et Rabelais et Pantagruel, parce qu'on considérait que c'était des livres pornographiques qui devaient être interdits par l'Église. Et il a fallu que Rabelais soit copain avec le roi de France pour que ces livres soient autorisés. Donc à tout moment, il faut tricher pour pouvoir rentrer dans le système, mais le système normal évacue toute forme d'originalité. Et ça, il n'y a pas que dans la littérature, je crois, je ne sais pas dans vos domaines précis, mais les Japonais ont une phrase, c'est « le clou qui dépasse attire le marteau ». Dès le moment où vous essayez de faire le malin, il y a tout le système contre vous. Mais la place amusante, c'est ça. Mais moi j'aime bien voir les pionniers, j'aime bien voir les gens qui font bouger les lignes. Sinon, pour le reste, on répète tout le temps les mêmes schémas avec les mêmes bouquins. Bon, et l'autre cas, j'allais dire, c'est Jules Verne. Jules Verne, qui est de son vivant, n'a jamais été reconnu comme un auteur intéressant. Il était considéré comme un auteur pour adolescents qui racontait des histoires de science pour que les enfants découvrent la mécanique. C'est bien plus tard, peut-être 30 ans après sa mort, que tout d'un coup, quelqu'un dit « mais en fait, c'est quand même des bouquins, ça. C'est quand même des romans. » Et Jules Verne est mort malheureux et frustré de ne pas avoir de reconnaissance. Il se prenait pour un auteur de théâtre et il a demandé au moment où il mourait qu'on fasse un truc sur son travail de théâtre. À tel point, il souffrait de ne pas être reconnu dans son travail d'auteur de science-fiction. J'allais dire, il y a un moment où l'auteur ne comprend même pas son propre travail. C'est le cas de Jules Verne, en tout cas. Alors peut-être que les personnes dans le public ont des questions à poser à Bernard Werber. Oui. On a combien de temps à peu près? Un quart d'heure, ok. Oui, bonsoir. Merci pour cette première question. Oui, je pense que, comme vous, que Louis XVI était un des meilleurs rois qu'on ait eu. Et à votre avis, s'il est réincarné, à qui vous pensez? Ah ben vous démarrez fort. Moi j'ai vu un petit côté Hollande, mais le petit côté qui a une petite bedaine, qui est souriant et qui a des problèmes avec les femmes. Et en même temps qui fait du mieux qu'il peut, mais vu qu'il n'est pas le coq qui parle fort et qui a l'air voilà, tel quel, je verrais bien Hollande. Mais souvent les petits gros ont moins de succès que les grands, enfin que les petits maigres, pour le cas de Napoléon ou de César. Ouais, Hollande. Louis XVI, au début, a eu du succès. Vous savez, Louis XVI, il était tellement gentil. Il avait un problème de testicule droit, je crois. Mais bon, vous savez, quand on s'intéresse à l'histoire, on va chercher les détails. Mais d'abord, sa femme, Marie-Antoinette, était plutôt sympa, même si elle couchait avec d'autres mecs. Et c'est pas sûr. Il avait des enfants qui étaient plutôt sympas aussi. Et il a fait du mieux qu'il a pu. Maintenant, je donne un conseil, vous ne réincarnez pas en chef d'État. Ça a l'air prise de tête. Moi, à chaque fois que il y a une série qui est pas mal, je sais pas si vous l'avez vu, The Crown, sur la reine d'Angleterre qui pourtant a un taux de popularité reconnu dans le monde entier. Et quand on voit la pauvre, ce qu'elle bouffe comme couleuvre, qui c'est qui a vu The Crown? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille de regarder les séries. Moi, je suis très friand des séries historiques. Vikings, c'est vachement bien. C'est Game of Thrones, mais en réalité. Donc c'est pour ça qu'on voit...
petite parenthèse, j'ai regardé dans Viking, à un moment, ils attaquent Paris. Donc, c'est-à-dire, les Vikings, ils partent du Danemark, ils descendent. Bon, déjà, il faut qu'il n'y ait pas de tempête, il faut qu'il y ait une météo assez sympa. Ils remontent toute la Seine et ils arrivent à Paris. Et à Paris, en fait, il y a le petit-fils de Charlemagne et ils vivent que dans l'île de la Cité. C'est-à-dire, Paris, c'était l'île de la Cité. Et l'île de la Cité était considérée comme le truc imprenable, avec des murailles énormes, avec des ponts. Et là, il y a une armée de bateaux, 40 bateaux avec 200 mecs dedans, peut-être un millier de bonhommes, qui arrivent. Et dans Paris, il y a 30 000 habitants. Et les Parisiens, ils sont comme ça. Et s'il y a des murailles, ça veut dire que les mecs sont du bateau, ils doivent mettre des ponts pour pouvoir, enfin des échelles instables sur le bateau quand même, pour pouvoir grimper. Et les autres là-haut, ils les attendent même pas. Eh bien, écoutez, aussi surprenant que ça paraisse, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire quelques milliers de Vikings qui sont arrivés, déjà, ils devaient être fatigués de la route. Je veux bien qu'ils ont fait un petit campement pas loin, en imaginant pour faire l'assaut. Et ils ont attaqué les Parisiens qui étaient blindés dans les trucs. Et ils sont arrivés à rentrer dans Paris et à piller la ville et à repartir. Je trouve qu'il y a une performance. Paris, dans lequel il y avait 10 fois plus de soldats, armés, tranquilles, aguerris, nourris. Et non seulement ça, ils étaient tellement contents qu'ils sont revenus l'année suivante, un peu plus nombreux. Et vers la fin, ils ont dealé, ils ont dit, vous me filez un petit terrain, comme ça on pille directement sur ce terrain. Et en plus, ils l'ont très bien cultivé, du coup ça donne la Normandie, qui après tout fournit des vaches. Bon, je sais qu'il y a un petit conflit sur le Mont Saint-Michel. Donc je ne vais pas trop m'aventurer sur les Normands, mais d'ailleurs les Normands ils sont arrivés aussi en dessous de la Bretagne, vous le saviez, en la Vendée et tout ça. Mais il est moins connu, enfin historiquement ils sont. En tout cas, les séries historiques nous permettent d'avoir dans le détail les Borgia aussi, Rome, si vous avez l'occasion de regarder ça. On voit en détail comment vivaient les gens, et je peux vous garantir de toutes les visites de mes vies antérieures, on vit vraiment bien maintenant. Je vais faire une autre petite parenthèse. En fait, je suis un raconteur d'histoire, donc j'aime bien raconter. Quand j'étais soldat anglais, j'arrivais dans les villages, et dans les villages, le seul truc rigolo, c'était le marché. Donc il y avait le marché, en général, c'était devant l'église. Et le marché, il y avait des petites scènes de théâtre, mais il y avait un truc surprenant, c'est les gens qui se faisaient opérer. Parce qu'il n'y avait pas de médecin, hein. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Et alors, je vais te raconter, ça se faisait par les barbiers pour les petits trucs. Pourquoi les barbiers? Parce qu'ils avaient les rasoirs. Et pour ce qui est des amputations, c'était les bûcherons, parce qu'ils avaient les scies. Et la médecine à l'époque, c'est vous avez un petit truc qui commence à mal tourner, on coupe. Il y avait la peur de la gangrène, il y avait peur de tout, mais il y avait quand même beaucoup de gens, quand on arrivait dans les villes, qui n'avaient pas de bras, pas de jambes. Je pense qu'ils coupaient un peu trop rapidement. Et l'autre élément, c'est qu'ils n'avaient pas découvert l'anesthésie en 1200. L'anesthésie, ça date de 1800 à des poussières. Donc, quand on coupait, on attachait le bonhomme pour qu'il ne se débatte pas trop. On lui donnait un petit coup à boire et les gens faisaient la queue. C'est-à-dire, c'était comme une attraction. Les gens faisaient la queue pour se faire opérer par le bonhomme. Et il y avait en plus des gens qui venaient autour. C'était comme un spectacle. On se disait, ouh là là, il doit avoir mal. Donc, quand vous voyez ça, vous dites... Maintenant, avec les hôpitaux, sécurité sociale, les anesthésies. Et pour la dentisterie, ça se faisait à la pince. Hein. À la pince, ça veut dire, en gros, dès qu'il y a une petite dent qui a un petit souci, on arrache. Et il y avait peu de gens qui avaient les mâchoires complètes. Maintenant, même encore dans ma génération, moi je suis né en 61, je me rappelle à Toulouse, on voyait beaucoup de gens qui avaient les sans dents peut-être, l'expression, mais en tout cas qui avaient des dentiers, qui avaient des tas de trucs. Voilà, je pense que ça va disparaître progressivement. Et il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas d'eau courante. Donc il fallait aller dans les rivières et tout, c'était vraiment infecté. Il y avait pas de voyage, il n'y avait pas de tout à l'égout. Donc quand vous circulez dans une rue, le centre de la rue c'était rempli d'ordures, mais les ordures c'est des excréments aussi. Hein. Donc ça puait une horreur, et avec des rats au milieu. Et les abattoirs, bon, mais tout ça pour dire notre époque est vraiment vachement bien. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Autre question? Merci.
Je vous rassure tout de suite pour les autres questions. Vous dites n'importe quoi, je dis aussi n'importe quoi. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il y a des très bonnes questions et il y a des questions excellentes. C'est tout. Hein. Allez-y, Bonjour, monsieur. donc, déjà merci d'être venu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs, surtout actuellement avec l'explosion des sources d'information et des possibilités de communication. Les fakes. J'ai plus l'impression que maintenant la question n'est pas de savoir si l'histoire officielle est la bonne histoire ou s'il y a d'autres sources à écouter, mais plus de voir qu'il y a que chaque camp, on va dire, dans un conflit par exemple, a sa source, a sa parole, donc peut expliquer des choses à sa manière, et que c'est pas forcément les vaincus qui ont raison sur tous les points, peut-être sur certains points. Donc je voudrais savoir si justement, grâce à Internet en partie, est-ce qu'on n'est pas face maintenant à plusieurs histoires et la difficulté n'est non pas de contrecarrer la thèse officielle et d'avoir le poids de la contrecarrer, mais plus de savoir comment faire le tri. Si, en effet, c'est une très bonne question. C'est très récent. Ça date d'Internet. Donc Internet, moi je me rappelle, j'étais un des rares à utiliser Internet parce que j'étais journaliste scientifique à l'Obs, ça devait être en 87. Donc on va dire, pour moi, Internet, c'est 90. Donc on est passé du manque total de contrepoints à l'excès total de contrepoints avec du n'importe quoi puisqu'on met de l'émotionnel dessus. Alors évidemment, le problème maintenant, c'est où trouver les bonnes informations. Alors moi, j'utilise un système qui est le système des journalistes, qui est 2 sources différentes d'informations plus mon intime conviction. Je vous propose ce système, mais en général, quand ça a l'air trop spectaculaire, l'excessif est dérisoire. Quand la personne vous dit on vous ment, par exemple, sur la Lune, les gens qui vous disent qu'on n'a pas mis les pieds sur la Lune, on est dans l'excès. Il y a maintenant une éducation à faire. Vous êtes prof d'histoire, il y a des profs d'histoire, vous aussi, non? Non? Les deux qui m'ont posé les questions, vous n'êtes pas posé. Mais il y a une éducation à faire au niveau des enfants pour leur apprendre à détecter quand c'est faux et quand c'est vrai. Mais même pour vous, le plus simple, c'est quand c'est trop spectaculaire ou quand c'est trop complotiste, en général, c'est faux. Après, il faut sentir, au bout d'un moment, comment fonctionne le monde. Et comment fonctionne le monde, c'est le type qui est au pouvoir a intérêt à donner que des informations dans lesquelles il est formidable. Voilà. C'est logique. Et les types qui veulent lui piquer le pouvoir ont intérêt à envoyer des informations dans lesquelles ils disent que c'est le dernier des salauds. Bon, une fois qu'on a ça, on tombe dans un système de type procès, un tribunal. Donc il faut que chacun amène ses arguments. Maintenant, l'un des trucs pour arriver à convaincre, c'est l'émotionnel. Vous montrez un mort, vous montrez un enfant qui pleure, vous montrez des images choquantes, et hop, vous capturez un camp. Donc il faut aussi se débrancher de l'émotionnel, repérer quand on cherche à vous manipuler avec de l'émotionnel et regarder qu'est-ce qu'on veut vous faire croire. Par exemple, s'il y a une guerre et on vous montre des morts que d'un seul côté, vous demandez pourquoi l'autre, qui a aussi des morts, ne montre pas ses morts. Et dans ce cas, se dire peut-être juste qu'il y en a un qui communique en exhibant ses cadavres et l'autre qui ne veut pas parce qu'il a un code moral. Et ces réflexes-là, il faut les apprendre presque à l'école. Il faudrait qu'on apprenne aux jeunes à se faire une opinion personnelle à partir de plusieurs sources. Mais dans mon livre, je parle évidemment de l'avant 1990, donc le moment où on n'avait que les journaux et que les historiens et que les copains du roi pour savoir ce qui s'est passé, ou du tsar, ou du secrétaire du parti. On a tellement été habitués à être manipulés que maintenant qu'on est en train de pouvoir être libérés, on a tendance à aller dans l'excès contraire. Mais il faut déjà voir comment on nous a manipulés, il faut voir maintenant comment différentes tendances essaient de nous manipuler et se faire confiance à soi-même. C'est-à-dire en fait devenir intelligent. Devenant intelligent, devenir conscient de ce qui se passe dans le monde, des vrais enjeux. Vous voyez, pour moi, pour prendre le cas des Gilets jaunes, ça fonctionne sur l'émotionnel à fond, à fond, à fond. Là-dessus, les médias se disent émotionnel égale audimat qui augmente, et audimat qui augmente égale publicité plus chère pour vendre des voitures et pour vous vendre des friandises. C'est quand même ça. Rappelez-vous, TF1, il avait dit « Je vends de l'ouverture de cerveau pour qu'on puisse mettre du Coca-Cola à l'intérieur ». Donc, c'est un jeu, déjà, que mes lecteurs, qui sont les plus intelligents parmi tous les autres, ne soient pas dupes, eux,
C'est-à-dire que vous voyez bien le moment où on vous cherche à vous manipuler, mais repérez tous les endroits où on cherche à vous manipuler. Il y a plein de moments, comment dire. Dans mon livre, je parle du spectacle d'hypnose parce que vous voyez en direct quelqu'un qui se fait manipuler. Je vais expliquer comment on se fait manipuler. C'est un système qui s'appelle le 3+1. Est-ce que quelqu'un connaît entendu parler de ça, 3+1? Personne? Bon, ben, je vous fais découvrir ce truc, vous allez pouvoir épater vos amis ce soir. Quand vous avez dit 3 fois oui, vous avez envie de dire oui à la 4e fois. C'est un truc si vous voulez vous faire marier pour les... Vous dites, il fait beau? Oui. Tu considères que j'ai une jolie veste? Oui. Et si on se mariait? Vous voyez, le truc, comment on pourrait en dire ça? Comment vous faire repérer des 3 fois oui qui ont... Ouais, c'est des marchaves, vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi le pied dans la porte. Vous aimez les livres, voilà. Vous aimez vous cultiver, donc achetez la Bible. Vous êtes pour l'amour, alors voilà, des trucs incontestables. Vous aimez les livres, vous êtes pour l'amour, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le passé, donc je vous vends cette Bible. Et en fait, une fois que vous avez repéré ce 3+1, vous allez voir qu'il y a plein de... Tiens, pour les ventes de téléphone, vous voulez qu'on vous fasse une réduction sur votre forfait. Donc, vous aimez les chaînes de sport. Donc, vous aimez aussi le cinéma. Eh bien, justement, on va vous faire un bouquet sport cinéma, pas cher, et on vous le met pour 1 euro au lieu de... Voilà. Mais repérez tous les endroits, et 3+1, je crois qu'ils l'apprennent à l'école, dans les écoles de commerce. Mais remarquez, même dans un dîner, tiens, quand vous devez faire accepter à quelqu'un quelque chose qu'il n'a peut-être pas envie d'accepter, vous lui faites dire 3 fois oui, et le seul fait qu'il ait prononcé le mot oui lui donne envie de dire plutôt oui à 60% ou 70% plutôt que non, parce qu'il se dit, bon, ben, quand cette personne pose une question, ben, faut dire oui, voilà. Et donc il y a un soulagement à dire oui. Par contre, non, il faut faire un petit effort. Ah, j'ai dit 3 fois oui, mais là, il faut j'ai un contresens. Donc c'est ça de la manipulation. Et d'ailleurs, pour ce qui est des actualités, des fois, on vous balance 3 fois une bonne info et avant de vous en balancer une 4e qui est contestable. Et voilà. Mais ça vous donne une force pour tous les gens qui veulent convaincre, qui sont dans des points d'enjeu ou vous êtes en train de négocier quelque chose. Pensez, 3 fois oui égale 4e fois oui. Oui. Il y a une blague comme ça, je crois, c'est 2 amis qui se rencontrent. Attends, mais c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je vous la fais après. Il y en a un qui dit comment va ton fils? Ben, mon fils, il fait des études de logique. Il fait, c'est quoi la logique? La logique, c'est, un exemple, tu aimes les poissons, donc tu as un aquarium à poissons, donc tu aimes les animaux, donc tu aimes tout ce qui vit, donc tu aimes les humains, donc tu aimes les humains, donc quoi? Donc tu aimes ta femme, voilà. Et après, le type, il rencontre un autre bonhomme. Vous la connaissez cette blague, je la raconte pas bien. Et il lui dit ah ouais, j'ai rencontré machin qui a un fils, son fils, il fait de la logique, des cours de logique. Fait, c'est quoi la logique? Fait, ben, t'en as quand même un poisson? Fait, ben non. Fait, ben donc, t'aimes pas les femmes. Voilà, je l'ai mal faite. C'est l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut réviser le truc. Mais c'est ça, c'est la logique du 3+1. Bonsoir, on Bonsoir. va revenir un petit peu sur votre domaine. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur votre dernière incarnation? Voilà une question de personne très, très avancée dans l'incarnation. Écoutez, je vous dirais que même si j'étais dans ma dernière réincarnation, j'aurais envie de revenir. Je vous explique pourquoi. Parce que écrivain, comme je fais là, c'est génial. J'adore, je suis content de cette incarnation. Plus je visite les précédentes, je me suis fait chier dans les autres vies. Celle-là, non, je crois pas. De toute façon, je suis pas ni raisonnable ni sage. Je suis juste un type qui raconte des histoires et qui est curieux de l'époque. Mais qu'est-ce qui vous fait poser cette question? De ce qui peut se passer dans votre tête actuellement, de se dire j'ai fini ce bouquin,
Mais qu'est-ce qu'il y a après? On parle de cycle de réincarnation. Ah. Qu'est-ce qu'il y a après? Moi, si je meurs et qu'on me laisse le choix, comme dans mon livre, on me dit maintenant que vous avez terminé ce petit tour de piste, vous voulez faire quoi au prochain tour? Je dis écrivain en France et homme. Je trouve que le statut des femmes est encore trop dur. Je suis désolé. On me l'a proposé avant de naître. Et puis vous imaginez si vous naissez dans un pays en dehors de l'Europe et de l'Amérique avec les parents, comme ils ont fait les miens, ils m'ont vendu alors que j'étais gamine et j'étais même pas majeure. Parlons-en quand même. Je dis pas pour le côté comique, mais pour le côté fair play, il y aurait à redire. Hein. Et puis même en Chine, en Inde, en Afrique, dans les pays arabes, le statut des femmes est tellement abominable. Donc je voulais pas être femme. Et je vous trouve très courageuse d'avoir choisi d'être là. Les femmes, elles gagnent au final. Mais avant le final, je trouve que le chemin est un peu rude. Elles gagnent au final simplement parce qu'elles vivent plus longtemps, elles ont un meilleur organisme, et puis parce qu'elles sont plus intelligentes. Mais elles sont plus intelligentes parce que c'est des trucs de survie. C'est-à-dire elles ont tellement été écrasées qu'elles ont développé des tas de facultés. Et du coup, nous, les hommes, vivons dans un confort, on n'a pas développé ces facultés. Il y aurait tout un débat lancé là-dessus. Mais je suis au-delà de féministe. Je considère que naturellement, l'espèce doit se féminiser. J'en parlais dans la Troisième Humanité. Et qu'il y a des forces actuelles pour empêcher ça, parce qu'ils ont la pétoche, les mecs. Je dis ça comme si j'étais pas mec, hein, mais tout simplement, il y a une puissance chez les femmes qui est supérieure. Et avec le temps, même une femme qui arrive avec un bonhomme qui est autoritaire et tout, elle va finir par gagner parce que sur le temps, elle gagne. Donc le temps joue en faveur des femmes sur le couple, mais par contre, elle ne joue pas en faveur des femmes sur la biologie. C'est-à-dire vous avez le rendez-vous biologique qui fait que vous êtes... Donc c'est une course bizarre, inconfortable. En tout cas, je vous trouve très courageuse. Et donc je reprends mec. Tant pis. Mec féministe. Et écrivain, et en France, je trouve que c'est un endroit où on peut diffuser bien. Évidemment, je diffuse moins qu'aux États-Unis, j'étais écrivain aux États-Unis, mais en France, on est dans un système que je trouve en équilibre yin-yang, entre l'Orient et l'Occident capitaliste hard américain. Et du coup, on est une place médiane entre aussi les peuples du nordique, les Scandinaves et les Africains, et que cette place, vous savez, tous les pays se croient au milieu de la carte, hein. Mais moi, il me semble quand même qu'on est au milieu de la carte. Et puis même la forme du pays est assez intéressante. On a toute cette surface atlantique et la surface méditerranée qui du coup donne deux mentalités, le pays du beurre et le pays de l'huile, et deux mentalités qui sont complémentaires. Et donc je trouve qu'il y a un bon équilibre yin-yang. Voilà. Donc pour répondre à votre question, je compte me réincarner même si je peux me libérer du cycle d'incarnation. Ensuite, je trouve que l'expérience de la matière, parce que se libérer, ça veut dire être pur esprit. Hein. Et pur esprit, ça veut dire que vous ne pouvez plus, je ne peux plus faire ça, quoi. Je ne peux plus manger, je ne peux plus dormir, je ne peux plus vieillir, je ne peux plus faire l'amour, je ne peux plus être malade. Je trouve que toutes ces choses-là participent à une expérience du corps qui est vraiment intéressante. Vous savez, je pense qu'évidemment, quand on a un cancer généralisé en phase terminale à l'hôpital, on se dit, bon, l'expérience de la matière, je crois que j'en ai fait le tour. Mais sinon, le fait de pouvoir boire un bon vin, manger un aliment, même du pain, je trouve ça... Je suis spécial, hein. Mais en tout cas, apprécier, si je peux vous transmettre ça, apprécier d'être dans la matière, apprécier d'être vivant, et apprécier d'être dans cette époque extraordinaire dans laquelle on peut passer 1 heure à parler d'un sujet qui n'est pas lié à la survie immédiate, mais qui est plutôt lié à la problématique de l'augmentation de la conscience et de l'aventure de l'âme humaine. Voilà. Oui. Attends, on va vous donner le micro. Oui, bonsoir. Moi, c'est pas une question, c'est juste la remarque qu'il faut avoir conscience de son bonheur. Mais c'est pas facile, parce que déjà... voir ce qu'on a avant de voir ce qu'on n'a pas. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est pas facile déjà parce qu'aux actualités, on vous annonce que tout va mal. Donc déjà, moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre des actualités le matin. Le matin, on nous annonce que les sondages donnent le président au plus bas, les ministres se contredisent, les gilets jaunes vont tout casser, on se prépare à des débordements, la guerre civile, on commence à parler de la fin du monde. Donc, comment vous dire, chouette, je suis dans une super époque dans laquelle on s'amuse, Yukaidi, c'est très dur. Après, on vous dit le trou dans la couche d'ozone, on vous dit que
La nourriture, elle est infectée. En fait, les actualités qui donc veulent vous faire de l'émotionnel pour pouvoir vendre de l'alimentaire et de la bagnole et du parfum, sont dans on va crever. Et alerte, alerte, ligne rouge, rien ne va plus, on est dans un pays qui ne va pas, avec des mauvais choix, des mauvais dirigeants, tous les gens sont méchants, ils vous en veulent, et ça va mal finir. Et voilà. Pour avoir de l'émotionnel. Maintenant, moi je trouve qu'on mange tous les jours. Je n'ai pas vu de famine depuis longtemps dans ce pays. La peste m'a l'air bien gérée. Le fait d'aller chez le dentiste et d'être anesthésié, même si parfois ils sont maladroits, c'est quand même cool. Et puis on a une espérance de vie quand même de 80 ans, alors que archi anglais, c'était 25 ans. Hein. 25 ans, vous ne voyez pas grand-chose de la vie. Bon, alors évidemment, c'est en dessous de 821 ans. Mais je trouve qu'on est assez chanceux et que l'une des manières d'être heureux, je vous le conseille, c'est d'apprécier ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Alors, évidemment que ça pourrait être... Attends, je vais rajouter encore un tout petit peu, mais... Évidemment, ouais, mais évidemment, c'est toujours le principe du verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Évidemment, ça pourrait être mieux. Évidemment, vous avez des gens qui vous veulent du mal. Vous avez un voisin qui gueule parce que vous faites du bruit. Ou vous avez un voisin qui fait du bruit. Ou vous sentez que le quartier devient malfamé. Vous risquez de vous faire agresser. Et vous connaissez des gens qui se sont fait cambrioler. Il y a plein de raisons de vivre dans la terreur. Mais sachez une chose. Si vous commencez à sourire et à être heureux, déjà, vous faites du bien au point de vue santé. 2, si vous regardez les choses du bon côté, il y a un moment où le monde, je ne sais pas comment il s'harmonise pour vous, afin que ça aille mieux pour vous. Et enfin, le 3e conseil, s'il y a des endroits où vous ne vous sentez pas bien, et là, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon livre, ayez le courage de partir. Moi, je ne suis pas un guerrier, je suis un fuyard. Chaque fois que ça merde quelque part, je me casse. Ça a merdé au Nouvel Observateur, j'ai fait 1 an de chômage. Ça a merdé dans l'université à Toulouse, je suis parti à Paris. Et si vous regardez bien, toute la noblesse de l'humanité, c'est ceux qui sont partis. Ceux qui sont restés, regardez en Irlande, ils vivaient dans la famine et ça n'allait pas bien. Les plus intelligents, ils sont partis aux États-Unis, ils ont fait fortune. Il y a un moment, c'est pas facile, on a des racines, mais partir, ça ne veut pas dire partir que géographiquement, ça veut dire partir d'une structure où vous épanouissez pas. Visualisez-vous vous-même comme une plante qui a besoin d'un terreau, qui a besoin de lumière et qui a besoin de place pour pouvoir grandir. Si vous sentez qu'on empêche vos branches de pousser, ayez le courage de dire « je change de peau ». Et c'est un conseil, je vous dis, parce que moi j'ai changé tout le temps de peau dès qu'il y a un petit problème, et au final je m'en porte pas si mal. Par contre, je le fais sans me plaindre. Je ne dis pas « oh, le pot est petit, oh, je suis à l'étroit, oh, mes branches ne peuvent pas... » Il y a quelque chose qui me fait de l'ombre, qui empêche la lumière. Non. N'attendez pas que les autres vous sauvent. Personne ne vous sauvera. Ne soyez pas dans la plainte. Par contre, soyez dans l'évasion. J'écris des livres pour vous évadier, pour que vous voyez ce que font mes héros, qui en général sont des gens qui au début sont coincés, qui tout d'un coup comprennent qu'il faut bouger. Bougez, move, en avant. Et puis, prenez le risque de vous planter, planter, c'est le cas de le dire, prenez le risque de l'échec. Ok, vous avez quitté votre peau, vous n'avez pas trouvé de bon terreau, et là, vous êtes peut-être en train d'agoniser parce qu'il n'y a pas du tout de terre, et qu'il n'y a pas d'eau, et qu'il n'y a pas de lumière. Mais au moins, vous avez tenté quelque chose. Le pire, c'est ceux qui se disent « je serre les dents parce que je pense qu'ailleurs, c'est moche ». Ben non, serrez pas les dents, et pensez, respectez-vous. Voilà.